Le 6 août 1944 avait été étouffant. Dès le matin, pas un pet de fraîcheur, pas un brin d'air. La sécheresse générale, jusqu'au fond des gorges. L'orage s'était formé toute la journée, tendant depuis l'horizon son voile immense et noir. Voile étiré et tendu à l'extrême au point qu'il avait fini par se rompre, libérant au-dessus de la campagne saintongeaise une grande quantité d'eau. Alors, délivré à son tour du bouclier nuageux, le vent s'était mis à souffler et à se rafraîchir à travers l'écran mouillé. Et à l'arrière de ce bouleversement climatique, le chambardement rauque du tonnerre qui tombait au loin. La route fumait. La pluie avait cessé. L'abbé était trempé comme une soupe, mais son visage arborait un large sourire. Il pensait à tout le bien que cette eau aurait produit sur son potager. À force de tirer dessus, l'orage avait fait s'effilocher le voile noir qui avait disparu dans les grosses gouttes. Plus une trace visible. Après lui, le soleil s'était replacé dans le tableau bleu pommelé de restes blancs sales. Il était 17h30. Le curé poussait fort sur les pédales. Il revenait de Malville, sur la route de Montguillon, au sud de la Charente-Maritime. Encore quelques efforts et il profiterait de la descente jusqu'au bourg Égulinois. La pluie avait fait un peu tomber la température. Cette humidité soudaine suffisait à rendre l'air plus respirable. L'abbé s'en sentait mieux, presque régénéré. Le cagnard l'avait cramé, vidé dans l'ascension. La fraîcheur, au contraire, le regonflait. Il valait mieux. Ce soir, il allait repartir pour 30 kilomètres aller, 30 kilomètres retour. Enfin, pour ce qui était du retour, un contretemps allait l'en priver. Un instant, il stoppa sur le bord de la route, toute droite, dégringolant en palier sur la vallée de la Dronne. Face à lui, loin là-bas, il voyait nettement l'église de La Roche-Chalais. Il plia son béret et le fourra dans sa gibecière. Il baisa son gros crucifix et amorça la descente vers Saint-Égulin. Pliant le buste et ramenant la tête sur le guidon, refusant d'user ses patins de frein, il ne tarda pas à rouler à fond de train, cheveux au vent. S'il chutait, aucun doute qu'il s'ébouillait dans la gamelle. Cette nuit, la route serait sans bonne descente, surtout faite de faux plats. De quoi vous faire jouer les danseuses sans jamais en avoir de vraies récompenses, pensait-il. Là au moins, l'abbé s'éclatait. Les maisons se faisaient plus nombreuses sur le bord de la route au fur et à mesure qu'approchait le village. Les gens sur le bas-côté saluaient le curé kamikaze, les femmes d'un signe de tête, les hommes d'un mouvement de casquette. À peine si le curé, les yeux plissés par la vitesse, apercevait le salut de ses ouailles. Il cramponnait le manche et n'avait pas l'agilité suffisante pour répondre de la main qui lui restait. Il plongeait vers son clocher comme le fou de Bassan sur un banc de sardines. « Dieu, c'est-il qu'il a vu le diable, notre curé ?» dit un vieux appuyé sur sa pelle. « Sans comme les poules, sentant l'ouvrage. Alors en se rentrant au bercail, dit un autre, poussant la brouette en annonnant. « T'as l'ouvrage l'a reçu sur son cul, crois ben, la voix au miche à cette heure. » Fais gaffe à ta gueule si t'entends. Ce curé-là, il peut monter en chauffe en moins de 30 secondes. Et pour sûr, le pécor ne pensait pas être autant dans le vrai en parlant de chauffer. Ça allait chauffer. Quelques ronflements d'avions encore lointains surprirent tout le monde. « Ha 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 !» dit le curé. « Un avion qui ragasse. C'est bon signe. Ça va être la fête aux Boches ce soir. Visez bien les petits, visez dans le 1000. » Avec ce bruit, j'aurais dû me mettre la puce dans l'oreille, nom de Dieu de bouse. Encore tout est bouillassé avec leurs bombes, dit l'un des vaillants cantonniers. Tu déconnes, René, sont là pour nous libérer, les Américains. Pierre-Émilien Thomas rentrait dans le village par la croix de Varachot.
quand il aperçut les forteresses volantes. Nombreuses et très hautes, elles suivaient la voie ferrée. Le vrombissement devenait énorme. Les gens levaient la tête et interrogeaient le ciel. Les râteliers s'entrebâillaient et pendouillaient d'eux-mêmes. Les plus hardis d'entre ceux qui regardaient venir les bombardiers pointaient l'index réprobateur vers les masses sombres, quasiment à l'aplomb. La DCA, positionnée sur le pont de Rigalo, mitraillait sans discontinuer. À la jumelle, les boches de faction là-haut distinguaient les trois bandes parallèles et l'étoile noire. Les oiseaux de fer survolaient maintenant Saint-Égulin. De leur ventre rebondi s'échappa un chapelet de pruneaux. Au sol, les râteliers ne pendouillaient plus. Ils se barraient de tous côtés, tirant à leur suite des tas de bras et des tas de jambes en hurlant des jurons contre les aviateurs. Ils peuvent pas aller faire leurs conneries ailleurs, ces putains de ricains. Mais moi de mon temps, fiston, on se battait à la loyale, tous dans la bouillasse jusqu'aux genouilles, chacun son chleu à des canillers. Ouais, Bersterie, c'est bouillant tout avec leurs bombes et les chleux comme les Français. Et après, ils s'excusant. Courieux, tu vas t'y faire et dégommer. Fut alors dans le secteur des rues des Grands Champs et des Girondins un déluge de bombes incendiaires et de coups fusants qui plongèrent les abords de la gare dans une épaisse fumée. Les gens qui s'étaient éloignés de ce quartier pour se réfugier vers le centre du village contemplaient d'assez loin ce barouf de tous les diables. Comme le 9 juin, une heure plus tôt, les bombardiers avaient atteint leur cible. Le train en mouvement avait été coupé en deux, les wagons incendiés, les caténaires avariés, le conducteur et les électriciens de la loco blessés. Le ronronnement des moteurs s'éloignait, l'alerte était passée. L'abbé bifurqua vers la zone bombardée. Ces gars-là étaient des cracks, pensa-t-il. Pas de dégâts collatéraux. Il y avait des tas d'éclats de 2 ou 3 centimètres sur le parking devant la gare. En voulant en ramasser un, le curé se brûla le bout des doigts. Le soir même, il avait l'intention de visiter l'un des maquis de la Double, en Dordogne. Il témoignerait du bon travail des aviateurs alliés. Il avait un message à porter au capitaine François, au camp de Virol, à Saint-Étienne de Puy-Gorbier. Après avoir soupé de bonne heure, il sortit son vélo devant le presbytère. Daniel Davio, le maire de Saint-Égulin, lui aussi sur 2 roues, le salua. Tous deux firent un bout de chemin côte à côte et Davio rentra passer une soirée tranquille chez lui pendant que l'abbé Thomas prit seul la route des Chourgnacs. Il décida en chemin de s'arrêter à Saint-André-de-Double chez madame Barrat. Cette dernière tenait un restaurant devant l'église de Saint-André. Elle renseignait les jeunes qui cherchaient à entrer au maquis et ravitaillait ceux du camp des Jacques qui passaient 2 à 3 fois par semaine s'informer des va-et-vient d'étrangers dans le secteur. À l'heure à laquelle le curé était arrivé chez madame Barrat, elle ignorait encore que Virol était tombé. Néanmoins, des troupes allemandes en grand nombre avaient été aperçues dans les environs. À force d'insister, la brave femme avait réussi à garder le curé pour la nuit. Quand le lendemain, le résistant en soutane arriva sur les hauteurs de Virol, une patrouille de soldats allemands l'intercepta manu militari. En lieu et place des maquisards, le curé trouva des boches. La veille, 1200 soldats ennemis avaient attaqué Virol. Le combat avait duré 15 heures d'affilée.
3 maquisards y avaient perdu la vie, on estima à une vingtaine les pertes allemandes. Profitant d'une brèche dans le dispositif d'encerclement mis en place par les Allemands, le capitaine François avait ordonné l'évacuation du camp, évitant ainsi le massacre de ses hommes. À la nuit tombante, près de 600 maquisards doubleaux refluèrent par divers chemins vers Saint-Aulé, et le surlendemain, les Allemands occupèrent totalement le secteur de Virolles. Les résistants morts lors du combat d'Espinasse avaient été enterrés à Virolles, ainsi que les 3 tués 2 jours plus tôt. Les Allemands déterrèrent les dépouilles pour vérifier qu'il ne s'agissait ni de caches d'armes, ni de sépultures de soldats de la Wehrmacht. Parti de Mussidan à vélo, l'organisateur du service de renseignement FTP du district, Émile Bazillou, voulait s'informer des événements de Virolles. Il s'y rendait en compagnie du facteur de Saint-Front, Auguste Pichardy, dont le fils était du groupe François, lorsque les Allemands surgirent d'un bois et les arrêtèrent. Il détenait déjà un ouvrier agricole, Pierre Martin, surpris à son labeur sur une parcelle appartenant au maire du village. Alignés un moment le long de la maison du camp de Virolles, les captifs furent autorisés à fumer une cigarette sous bonne garde. Bazillou et Pichardy en profitèrent pour tenter d'avaler quelques papiers compromettants qu'ils portaient encore sur eux. Lorsque l'officier opéra le contrôle d'identité, un dernier document se trouvait encore dans le portefeuille d'Émile Bazillou. Le temps lui avait manqué pour l'ingérer à la suite des autres. Aux environs de 16 heures, les prisonniers furent relâchés à l'exception de Bazillou. En bordure de la route départementale 13, à proximité de l'étang des Landes, les Allemands, qui avaient d'abord projeté de le conduire à Saint-André-de-Double, décidèrent de l'exécuter en chemin sans plus attendre. Quant au curé Thomas, capturé par des hommes du même détachement, il chercha bien à fausser compagnie aux 2 colosses qu'il avait stoppés et jetés à bas de son vélo, mais Bernic, impossible de s'en dégager. Après un premier interrogatoire mené dans le corps de ferme de Virolles, Thomas fut entravé et jeté dans un camion bâché. À Périgueux, il fut déchargé dans la cour de la caserne d'Auménil et escorté jusqu'à la cellule 48.